interview à La Voix de l'Amérique. Bonjour, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, ma première question. La CEDEAO a tenu ici à New York un sommet à la suite duquel elle demande la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Une délégation de 3 chefs d'État ouest-africains se rendra à Bamako au cours de la semaine pour tenter de résoudre le dossier. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une solution ou du moins une amorce de solution ? Tout dépend de la façon dont on prend la chose. Il est important de comprendre d'abord que ces mercenaires ivoiriens qui sont arrivés le 10 juillet à Bamako sont arrivés sans notification préalable, sans l'accord des autorités, avec des armes de guerre. Aucun pays sérieux n'admettrait que des hommes en armes arrivent dans le pays dans ce contexte sécuritaire tendu, dans ces conditions-là. Donc c'est dans cette situation qu'ils ont été détenus. Et l'affaire a été transmise à la justice, qui les a mis sous mandat de dépôt. Mais malgré cela, en guise de bonne foi, et tenant compte de la complexité et de la densité de nos relations avec la Côte d'Ivoire, le Mali s'est dit ouvert à un règlement par la voie diplomatique et par le dialogue. Je crois que ces deux voies sont parallèles et se poursuivent. Et c'est dans ce contexte que nous avons procédé le 3 septembre à la libération de 3 femmes soldats du contingent, ce qui laissait présager, en tout cas, des discussions plus approfondies pour la suite des éléments qui, pour le Mali, impliquent la nécessité d'avoir un certain nombre d'engagements de garantie par rapport au fait que la Côte d'Ivoire cesse d'être une base arrière pour déstabiliser notre pays. Dans ce contexte, la CEDEAO s'est saisie de ce dossier. Le Mali estime qu'il s'agit là d'un dossier bilatéral entre 2 pays frères, qui est indifférent, qui doivent trouver les moyens par le dialogue de pouvoir le régler. Et la contribution des autres est naturellement bienvenue. Mais pour nous, il ne s'agit pas d'un dossier différent de la CEDEAO. Le Mali est engagé avec la CEDEAO dans le cadre du processus de transition, mais cette question telle qu'elle a été amenée à la CEDEAO nous semble être biaisée. Et les décisions qui sont sorties de ce sommet extraordinaire qui s'est transporté à New York ici seront appréciées par le gouvernement du Mali qui s'exprimera officiellement sur cette question. Mais nous pensons que c'était pratiquement un tribunal contre le Mali parce que le Mali n'a pas été entendu pendant cette discussion, même si on est sous sanction. On ne sait pas sur quelle base ces décisions ont été prises et toutes les décisions qui sont prises sont totalement en faveur juste de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'avec ces actes qui ont été opposés, la CEDEAO ne se met pas dans une position de pouvoir être un médiateur ou en tout cas un acteur équidistant pour apporter des solutions. Voilà où est-ce que nous en sommes. Nous restons ouverts, nous discutons avec tout le monde, nous recevrons la délégation de la CEDEAO, mais nous pensons qu'elle part du mauvais pied pour pouvoir apporter, parce que ce ne sont pas des injections de dictats. Il s'agit de questions de sécurité nationale pour le Mali et pour cela, le Mali n'obéira pas à un dictat. Naturellement, nous souhaitons qu'une solution soit trouvée qui prenne en compte les préoccupations de l'État malien. Voilà notre état d'esprit par rapport à cela, mais nous l'avons indiqué, le Mali ne se sent nullement lié par les conclusions de ce sommet. Alors, est-ce que vous avez des attentes concrètes de cette rencontre ? Comme je vous l'ai dit, pour le Mali, c'est un problème bilatéral entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et ce problème doit se régler dans le cadre d'un dialogue direct entre le Mali et la Côte d'Ivoire sous la médiation togolaise qui est acceptée par les 2 parties. Nous pensons que la solution viendrait de ce côté. Cette mission, nous allons l'écouter parce que c'est une mission de chef d'État et nous verrons le message qu'ils vont nous apporter et ce qui en sortira. Mais la position du Mali sur cette question est connue, mais nous ne sommes pas fermés. Nous ne sommes pas fermés au dialogue, nous ne sommes pas fermés à la solution, mais dans tout pays, il y a des lois. Cette affaire est devant la justice. Il faut respecter aussi la justice malienne, même si l'État malien reste ouvert à des discussions. Mais nous avons des préoccupations sérieuses par rapport à la déstabilisation de notre pays. Et ces éléments doivent être pris en considération. Nous n'avons pas le sentiment que la CEDEAO a prêté attention aux préoccupations du Mali. Quand vous parlez de déstabilisation, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement ? Mais je pense que c'est de notoriété publique que
Plusieurs personnes sous mandat d'arrêt international du Mali sont en Côte d'Ivoire. Et même il y a certaines de ces personnes s'adonnent à des activités hostiles et à des déclarations hostiles vis-à-vis de l'État malien avec le soutien des autorités ivoiriennes. Il y a une personne qui s'est déclarée président du Mali en Côte d'Ivoire, président de la transition, et qui a demandé aux Maliens de se soulever contre les autorités. Je ne pense pas qu'il y ait une action judiciaire quelconque qui ait été entreprise. Donc il y a une série d'actions qui sont hostiles et de déclarations hostiles aussi d'autorités ivoiriennes à l'endroit des autorités maliennes avec vraiment des appréciations très négatives qui ne sont pas acceptables. Je crois que c'est tout cet élément-là. Le déploiement de ce contingent vient dans ce contexte particulier de manque de confiance et d'actes hostiles vis-à-vis de l'État malien. Et nous espérons avoir l'occasion de pouvoir discuter de cela avec nos amis togolais et avec nos partenaires ivoiriens. Mais il est important que les partenaires extérieurs, que ce soit de la CEDEAO ou d'autres, ne prennent pas de position qui portent préjudice à l'équilibre de leur rôle pour la modération qui est nécessaire et à l'équidistance qui est nécessaire pour pouvoir trouver une solution. Les ministres de la Défense du G5 se sont réunis à Niamey. Ils insistent sur le retour du Mali au sein de l'organisation. Est-ce que vous comptez retourner dans le G5 et si oui, est-ce que vous avez des conditions pour y retourner? Je dois vous dire que le Mali a quitté le G5 pour les conditions que vous savez. Nous ne l'avons pas fait de gaieté de cœur. Les droits de l'État malien ont été niés contrairement à tous les textes de l'organisation pour que notre pays assume la présidence de cette organisation. Malgré les nombreuses mises en garde, nous n'avons pas été écoutés. Donc nous nous sentions désormais à l'étroit dans cette organisation, d'autant plus que le donneur d'ordre, qui est la France, qui parraine cette organisation, c'est elle qui s'est opposée avec un autre État membre du G5 Sahel à ce que le Mali assume sa présidence. Pour le Mali, nous avons les mêmes droits que tous les autres États membres et on ne peut pas accepter être dans une organisation et être considéré comme des citoyens de seconde zone. Maintenant, la décision qui a été prise, c'est une décision de retrait du Mali et cette décision de retrait a été actée et les instruments de retrait du Mali ont été déposés auprès du secrétariat du G5 transmis à tous les États. Le retrait du Mali est définitif. Nous l'avons indiqué. Et au-delà de cette question de présidence en exercice, l'approche du G5 Sahel n'est plus conforme à la vision des nouvelles autorités du Mali. C'est vraiment l'affirmation de notre souveraineté, le respect de nos choix de partenaires, etc. Nous ne pouvons pas appartenir à une organisation si elle n'est pas véritablement africaine. Si son leadership n'est pas véritablement africain, nous ne pouvons pas être dans une organisation où le leadership est exercé par des autorités françaises qui ne sont pas membres de cette organisation et qui sont dans une posture d'hostilité et de déstabilisation du Mali. Pour toutes ces raisons, le Mali ne considère pas revenir dans le G5 Sahel. Par contre, nous restons ouverts à travailler dans tous les mécanismes de sécurité collective avec les pays voisins, avec d'autres pays africains, sous la condition qu'il s'agit de mécanismes véritablement africains, dont l'appropriation est africaine, qui prennent en charge la nécessité de pouvoir. Nous sommes conscients que les défis auxquels nous faisons face, le terrorisme, l'insécurité, ne peuvent pas être résolus par un seul pays, mais le Mali ne peut pas être aussi le dindon de la farce d'une organisation où il n'est pas respecté, où on paye tous nos droits et on est un des membres fondateurs. Donc pour toutes ces raisons, pour le Mali, la page du G5 Sahel est tournée, mais nous restons ouverts à prendre en considération toute proposition d'examen de mécanismes de sécurité collective ou même d'intégration. Le Mali, depuis le président Modibo Keïta, n'a jamais nié son engagement panafricain. Et tout ce qui peut concourir à l'intégration, à la coopération régionale. Le Mali sera toujours partie prenante, mais dans le strict respect de la souveraineté du Mali. Comme le président Assimi Goïta l'a indiqué, les trois principes qui gouvernent l'action extérieure du Mali: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali,
et la défense des intérêts vitaux des Maliens. Je crois que c'est ça notre conduite. Si ceci est pris en compte, nous restons ouverts à discuter, à dialoguer, à entretenir des relations amicales, des relations pacifiques, des relations de bon voisinage et des relations de solidarité et d'interdépendance avec chacun de nos voisins. Alors, vous avez mentionné la France dans le cadre du G5, donc j'aimerais parler des relations du Mali avec la France. Il y a eu beaucoup d'hostilités. Quel est l'avenir de ces relations entre le Mali et la France ? Vous savez, régulièrement, malheureusement, nous continuons à parler de la France. Et je répondrai à votre question, mais pour nous, nous devons continuer plutôt à parler du Mali, des préoccupations du Mali, de la vision du Mali, de là où nous voulons amener notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation avec la France, je dois vous l'avouer, parce que la France a pris la première décision de partir du Mali. Même si le Mali a estimé après qu'il faut accélérer ce processus, mais c'est eux qui ont pris la décision sans concertation préalable avec l'État malien, conformément aux accords qui existent entre nos pays. Et c'est ce qui nous a amené un peu dans cette situation. Et depuis, c'est une escalade d'hostilité, d'attaque contre le Mali et de manque de respect vis-à-vis de ces autorités. Vous êtes témoin des insultes publiques et des actes de dénigrement dont les autorités maliennes ont fait l'objet depuis, parce que ceci ne crée pas les conditions pour des relations amicales entre les pays. Aujourd'hui, le Mali a décidé de se prendre en charge, le Mali a décidé de prendre son destin en main et travailler à restaurer l'unité de notre pays. Tout ce que nous nous demandons, nous n'avons pas d'hostilité particulière vis-à-vis de la France, mais notre relation ne peut que s'inscrire dans le cadre du respect mutuel. Et nous invitons à cet égard les autorités françaises de sortir d'une approche de domination, d'une approche néocoloniale de la relation, de venir dans le cadre d'un partenariat et de ne pas aussi venir dire au Mali avec qui le Mali peut ou ne pas traiter. Tous les partenaires sont les bienvenus au Mali, mais ce n'est pas eux qui vont choisir cela. Donc tant que la France ne sort pas de cette posture de mettre des conditionnalités, des dictats au Mali, de dire qu'on peut faire ceci, s'ils veulent venir, ils viendront, on travaillera dans le cadre du respect mutuel, la souveraineté mutuelle de nos intérêts. Je dois vous dire que les difficultés qu'on a avec la France, c'est beaucoup plus avec les autorités françaises. Le peuple français, le peuple malien n'ont pas de problème particulier. Et je dois dire que dans ce cadre, nous n'avons pas d'animosité particulière vis-à-vis des entreprises françaises, les citoyens français vaquent normalement à leur occupation au niveau du Mali. Bon, le moment venu, nous allons trouver l'occasion de continuer à discuter, mais dans ces conditions de respect. Mais nous estimons que la France est un partenaire, comme d'autres partenaires, et nous souhaitons qu'on ait des relations normales avec eux, mais pas des relations de maître-esclave. Alors justement, pour parler des autres partenaires, la France et les États-Unis accusent le Mali d'utiliser ou de faire appel à des paramilitaires russes du groupe Wagner. Qu'avez-vous à leur répondre et quelles sont actuellement vos relations avec la Russie ? Vous savez, nous au Mali, on a assez répondu à ces questions. Nous, on veut passer maintenant à autre chose. Le Mali a une coopération ancienne avec l'ex-URSS. Depuis maintenant, avec la Fédération de Russie, et dans le cadre de cette coopération, nous avons acquis beaucoup d'équipements. Je dois dire que ce n'est pas des cadeaux que la Russie fait au Mali. Le Mali achète sur la base de son budget propre et même dans une situation de sanctions. En 15 mois, les équipements qui ont été mis à la disposition de l'armée malienne, des forces de défense et de sécurité maliennes, dans ces situations difficiles, on les a pas acquis et plus en beaucoup d'années. Donc, je crois que c'est une relation de coopération gagnant-gagnant, dans le cadre duquel nous acquérons ces équipements qui viennent aussi avec des appuis qui sont nécessaires. Mais le Mali ne va pas continuer à se justifier par rapport à ça. Ce qui importe pour nous, c'est la sécurisation de notre pays, c'est la sécurité des Maliens et nous ferons tout ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité du Mali. Je rappelle que les forces de défense et de sécurité du Mali, dans leurs opérations, elles le font dans le respect des droits de l'homme et dans le respect du droit international humanitaire. Et ces préceptes vont continuer à être là.
Ce que nous dénonçons, je pense que c'est beaucoup plus aussi, cette question des droits de l'homme est utilisée à des fins d'instrumentalisation. Et ce qui malheureusement souvent nous accuse de ces données, il y a d'autres arrière-pensées qui sont derrière par rapport à ça. Mais le Mali va continuer à avancer, nous travaillons à pouvoir... il n'est pas dans l'intérêt du Mali, il n'est pas dans l'intérêt des forces de défense et de sécurité du Mali ou des autorités maliennes de tuer nos propres populations civiles. À quelle fin? Ou de cibler un groupe ethnique en particulier. À quelle fin? Le Mali a une armée professionnelle multiethnique. Le Mali est une mosaïque de population. Et ça a toujours été comme ça. Nous constituons une seule famille. Nous allons continuer à travailler dans cet état d'esprit, avec la conviction que le terrorisme que nous combattons ne peut être combattu que dans le cadre d'une symbiose, d'une harmonie entre les forces de défense et de sécurité et la population. Parce que la population, vous savez que ce n'est pas avec les armes uniquement qu'on peut mettre fin à ça. Nous avons besoin des renseignements, nous avons besoin que la population contribue à cet effort. Donc fondamentalement, c'est une guerre informationnelle, mais le Mali n'a aucun intérêt. Malheureusement, ce n'est pas le Mali qui contrôle ces médias qui véhiculent ces informations ou ces accusations qui viennent de là. Mais le Mali veut sortir de ce débat et se concentrer sur le problème à résoudre, et sécuriser le pays, opérer des réformes politiques et institutionnelles pour un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé à l'horizon mars 2024. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique. Merci beaucoup, madame.